Bonjour, chers confrères. Papa Tchira, il est connu sous le nom de Papa Tchira, mais en principe, sa véritable identité, c'est Gervais Tchira-Luiroy Kunzimwa. Qui est né? Non, il est né effectivement le 25 juillet 1944. C'est ça la date qui figure dans le livret de baptême de son père. Mais officiellement, il écrit, et c'est écrit qu'il est né le 7 août 1946. C'est qu'il a changé son identité. Non, non. Vous savez, c'est en 1992 que j'ai découvert ma vraie date de naissance. Donc, après la mort de mon père, en 1993, il est mort le 22 juin 1992. Et quand je suis rentré, ma mère m'a donné son livret de baptême. Elle m'a dit, voilà ce que ton père t'a laissé. Et en ouvrant, j'ai constaté ma date de naissance, 22 juillet 1944. Vous avez deux dates alors. Bon, j'ai demandé de rectifier la date. On m'a dit, ne rectifiez pas, parce que tout votre parcours est enregistré pour la date du 7 août 1946. Gardez ça. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai mes 76 ans. Hein? Mais officiellement, c'est 74. Tchira, à qui compara père, mère? Oui, est-ce qu'on peut avoir les noms? Bon, Édouard Tchira-Luiroy est mon père. Il est mort en 1992, le 22 juin. C'était un vendredi. Ma mère est morte il y a une année, le 4 juin 2019. C'était un mercredi. Il y a quelques jours, nous avons fêté le premier anniversaire de son départ. Elle s'appelait Berthe Mwanamwapa. Voilà. Tchira est né à Walungu. Non, à Mwimbi, pas Walungu. Walungu est vaste, c'est un territoire. À Mwimbi. À Mwimbi. Sur la route de l'époque coloniale qui passait de Lurega par Mushinga, Lubona, puis Mwimbi. De là, elle va à Nyangezi, Nyangezi, Kamanyola, et de là jusqu'à Kalundu. Bon, j'ai commencé à notre époque, hein, l'enseignement primaire, comme c'est écrit, est obligatoire et gratuit. À notre époque, les Bachis ne voulaient pas scolariser leurs enfants parce qu'il se suffisait. Et alors, on allait capturer de force des jeunes gens âgés de 16 ans, de 18 ans, hein, pour les mettre en première année. Et moi, quand mon père était baptisé et tout ça, il m'a fait commencer l'école, je crois, à 4 ans. Si bien que je suis arrivé en 5e primaire à l'âge de 9 ans. Et je suis un de rares petits-enfants qui a terminé son école primaire sans qu'un instituteur le batte. Parce que partout, on me considérait comme le cadet. Et lorsqu'un instituteur prenait son bâton pour me battre, les gaillards, mes condisciples, ils maîtrisaient l'instituteur et moi je m'enfuyais. Et parfois je revenais 15 jours après. En tout cas, de la première année jusqu'à la 6e primaire, partout, on m'appelait cadet. On parle des enfants égarés, c'est eux qu'on a menés à l'école. Est-ce que vous êtes retrouvés dans cette catégorie d'enfants? Non. Il n'y avait pas d'enfants égarés. Pendant la colonisation et avant la colonisation, cette réalité-là n'existe pas. Tout ce que je dois dire ici et confirmer, c'est que les gens n'avaient pas envie d'envoyer leurs enfants à l'école parce que la société antécoloniale se suffisait. Et Mouchi n'avait qu'un seul objectif, avoir 100 vaches, Igana. Et Mouchi qui n'avait pas 100 vaches était considéré comme un pauvre.
Alors, dès que vous avez vos 100 vaches, eh bien, ce sont vos enfants qui doivent s'en occuper. Se marier régulièrement, ils avaient du lait, le lait et le miel. Alors, qu'est-ce que la colonisation pouvait leur apporter? Rien. Hein? Les gens ne comprenaient pas comment ils pouvaient quitter leur milieu pour aller passer du temps à l'école. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous avez fait l'école primaire, secondaire? L'école primaire, je l'ai commencé à Tchéran. Première année, deuxième année. La troisième primaire, je l'ai faite à Irongo en 1954. Nous sommes les tout premiers écoliers de Irongo. C'est nous qui avons creusé les terrains de football là-bas. La quatrième primaire, je l'avais commencé à Bourale, mais comme la distance était trop longue entre mon village, Mimbi et Bourale, et que je devais parcourir 28 km aller, 28 km retour, j'ai eu ce qu'on appelle le bougola, les mollets étaient crevés et l'instituteur Raphaël Ndagano m'a dit, tu rentres chez toi, quand tu auras grandi un peu, tu pourras continuer. C'est dans cette période-là que, comme je vous le disais, je veux devenir plus ou moins maïbobo. Je vais découvrir un jouet qu'on appelle le lance-pierre Mujareti et je me promenais avec ça toute l'année. Alors, en 1956, on va créer une quatrième primaire à Tionga. Je ferai ça à Tionga, mais je vais revenir à Bourale, centre, pour passer la 5e et la 6e primaire. Après ça, je vais au collège Saint-Paul, parce que mon père était polygame. Les enfants doués, quand leur papa était baptisé, des chrétiens réguliers, ils allaient au petit séminaire. Moi, j'étais doué, mais mon père était polygame. J'ai appris qu'on m'avait inscrit au collège Saint-Paul, au collège pour indigènes, parce que je ne pouvais pas aller au collège Notre-Dame de la Victoire, c'était l'école des hommes riches. Et les Barnabites avaient créé le grand collège que tu vois là, en Bobero, pour montrer aux jésuites que les nègres aussi pouvaient faire les humanités et devenir des grands hommes. Voilà. Papa Tchira va faire l'université. Oui. Je commence mon université à l'université officielle du Burundi entre septembre 1966 et décembre 1966. Je suis au Burundi, je suis l'enfant chéri de feu son Excellence l'ambassadeur Simon-Pierre Chimbalanga, mais dans ce Burundi-là, on fait un coup d'État. Le colonel Michel Michombero dépose le Mohamed Tare 5. Le Burundi cesse d'être un royaume et devient une république. Pendant cette période-là, puisque l'université est en grève, je décide de rentrer chez moi au Congo le 8 décembre 1966 et j'arrive à l'université Lovanium avec un retard, je crois, de 3 mois. On m'inscrit quand même et en juillet, j'avais réussi. En juillet 1967, j'étais parmi ceux qui avaient été reçus en première session. Et je rentre ici, je trouve que Scram a pris la ville. Mais bon, l'essentiel est que je vais terminer mes études universitaires en 1971, licencié en philologie romane et candidat en histoire, parce que j'ai combiné les deux. J'ai combiné les deux, l'histoire et la philologie romane. J'ai fait aussi l'espagnol là-bas à l'université, jusqu'au niveau moyen, et l'allemand au niveau élémentaire. Non, vous avez fait quoi J'ai quitté Kinshasa, l'ancienne université Lovanium, avec mon titre de candidat en histoire.
C'est l'équivalent de gradué en histoire. Avec mon titre de licencié en philologie romane. Quand j'ai fait la philologie romane, je constate que je faisais le grec, le latin, et que je ne connaissais pas l'histoire de mon pays. Alors j'ai pris les compléments en histoire. Et c'est dans ces conditions que j'obtiendrai. Hein, je faisais les deux parallèlement. Nous étions boursiers. Et puis, la réglementation, elle n'était pas comme celle d'aujourd'hui où on dit, vous n'êtes pas là, vous ne partez. Non, nous avions les libertés académiques. Vous passez à la librairie universitaire, vous achetez les cours, et l'enseignant ne s'occupe pas de savoir si vous venez ou vous ne venez pas. D'abord, je vous signale qu'en 1967, quand il y avait la guerre, hein, ici à Bukavu, hein, notre pays luttant contre les mercenaires, on va nous mobiliser. On va interrompre notre scolarisation et entre 1968 et 67 et 68, je suis enseignant à Inongo. Donc j'ai déjà fait une année d'université, mais on m'envoie enseigner à Inongo. Quand je vais terminer mes études maintenant, en 1971, nous les avons terminées en tant que miliciens, c'est-à-dire la génération la plus radicale qui s'opposait déjà à Mobutu et qu'on va enrôler des forces dans l'armée. C'est nous, c'est nous. Même le Premier ministre actuel là, que vous voyez, Ilunga, il a aussi été enrôlé à la suite de ce que nous avions fait. Le vendredi 4 juin 1971, on décide de nous enrôler, de fermer l'université et à partir du lundi 7 juillet, on commence à venir nous capturer du campus de Kinshasa et on nous amène d'abord au camp Anjili et puis de là au camp Tchatchi. J'ai fait trois mois de formation militaire. Et je vous signale en passant que quand j'étais étudiant à l'université Lovanium, j'ai établi un record de course à pied aux 800 mètres. Et puis c'est pendant cette période aussi que je serai couronné comme lauréat du prix de poésie Sébastien Ngonso avec Masegabio, Soumaïli, Ndaïwele, Sikitele, Elisabeth Moya. Voilà. Donc quand j'ai terminé l'université, j'avais un minimum de notoriété nationale. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Inongo, la revue Congo Afrique avait déjà publié mes poèmes et quand je suis arrivé là, j'étais attendu comme une star. Il sera beaucoup plus moboutiste tel que les gens le disent. Oh! C'était idéologiste. Ah, là il se trompe. Il se trompe. Aucun étudiant, aucun authentique étudiant de l'université Lovanium n'a adhéré au MPR. Nous avons combattu le MPR jusqu'à ce qu'on nous enrôle des forces dans l'armée. Parce qu'en 1971, vous voyez, Mobutu fait hisser deux drapeaux. Quand il y a salut au drapeau, même dans les camps militaires, on hisse d'abord le drapeau du MPR et puis le drapeau national. Nous sentons qu'on veut remplacer le drapeau national par le drapeau du MPR. Et nous diffusons un tract qui avait comme titre « Combat ultime ». Et nous décidons de faire notre manifestation pour commémorer nos morts, ceux qu'on avait tués le mercredi 4 juin 1969. Nous décidons de les commémorer le vendredi 4 juin 1971. C'est à la suite de cette manifestation-là que nous allons enterrer un cercueil devant les bâtiments administratifs de l'université Lovanium. Je figure parmi les gens qui dirigeaient les travaux. Vous comprenez?
Bon, donc... Les consultations nocturnes? Comment? Les consultations politiques nocturnes parce que vous étiez chef d'équipe, selon ça. Non, là nous sommes étudiants. Nous sommes étudiants en 1971. Et nous décidons d'ériger un monument pour nos camarades tués. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qui était inscrit dans notre tract là, c'est pour cela qu'on nous avait enrôlé de force. Première phrase. Pour une prostituée, on organise des neveux. Je ne sais pas si vous savez qui était la prostituée. Pour nous, étudiants de l'université Lovanium, la prostituée, c'est Mama Yemo, qui avait mis au monde Mobutu. Et nous connaissions son passé. Quand elle est morte le 18 mai 1971, on a demandé à tous les Congolais d'organiser une neuvaine pour que Mama Yemo puisse entrer au paradis. Et l'ancien cardinal Maloula a célébré une messe où il a dit « Je suis sûr qu'elle est au ciel ». Et ça nous a révoltés. La deuxième phrase de notre tract, c'était « Pour un avorton, on a érigé une stèle ». Quand vous passez en Célé, vous allez trouver ce qu'on appelle la stèle du Impère. Sous cette stèle-là se trouve enterré un fœtus qui est produit par feu Marie-Antoinette Mobutu. Elle avait avorté. Et on a enterré le fœtus là-bas. Et sur le fœtus, on a élevé la stèle du Impère. Nous connaissions tout ça. Et nous, comme nous étions opposés à ce qu'on appelle aujourd'hui le culte de la personnalité, nous avons commencé à combattre ça. Et quand on est venu nous enrôler de force dans l'armée, tous les Congolais de cette époque-là étaient contents. Aucun n'a protesté. Parce qu'à cette époque, Mobutu était d'une popularité inouïe. Je termine mes études, je suis soldat, on décide de m'envoyer à Lissala. Moi, je dis que si on m'envoie à Lissala, qui est un fief de Mobutu, à une époque où tous les Congolais nous détestent, hein, je risque d'y laisser ma peau. Je demande au révérend père Ekwa, parce que c'est lui qui gérait les miliciens mis à la disposition de l'enseignement catholique, je lui demande d'orienter mon affectation, non pas vers Lissala, mais vers Inongo, parce que je connaissais déjà Inongo. Et il va m'envoyer à Inongo, où je vais enseigner jusqu'en 1973. Après 1973, je vais entrer dans la presse sportive, et c'est là que je vais acquérir le sobriquet de Oncle Chira. Déjà, à partir de Bukavu, j'étais pigiste dans le journal La Presse africaine. Et puis, quand je suis arrivé à l'université, notre faculté publiait un périodique qu'on appelle Synthèse. J'ai été chargé de la publicité là-dedans. Alors, quand je termine ma carrière d'enseignant à Inongo, je me fais engager comme enseignant à l'Institut Sainte-Germaine à Limete. Mais en même temps, je cherche à quitter l'enseignement. J'écris une lettre de demande d'emploi au journal sportif Massano hebdomadaire. On me dit, vous pouvez venir. Et j'y arrive au mois de novembre. Et quelques jours plus tard, notre équipe Vita Club, doit jouer contre Kotoko de Koumassi. Moi, je suis engagé comme secrétaire de rédaction. Je dois corriger tous les articles. Or, je suis licencié en philologie romane. À tous les articles, je donne la forme qu'il faut. Et le jour où V-Club devait jouer contre Kotoko de Koumassi, qui nous a déjà battus à Koumassi par 4-2. Et il vient jouer le match retour à Kinshasa. On me demande de faire la rubrique qu'on appelle les à côté du match.
Et j'ai fait cela d'une façon tellement brillante que mon article, le rédacteur en chef, Feu Sasaka Saikiboba, va lui donner comme titre, mon papier, il va lui donner comme titre le mini-roman de l'oncle Chira. C'est de là que vient le nom oncle Chira. Nous participons au triomphe de V-Club, Vita Club, qui va de commencer par 3-0. Le premier but marqué à la toute première minute par Adelar Mayanga. Tout ça, j'ai vécu. Bon, quand notre équipe va en Coupe du Monde, j'étais la 3e personnalité de l'hebdomadaire sportif en Massano. Lorsque Kele Lituka va en Allemagne se présenter en catch et revenir avec le titre de champion du monde en mi-lourd, j'étais à Massano. Lorsqu'on organise le 3e jeu Zaïro à Lubumbashi, j'étais à Massano. Lorsque Mamba Chako va se battre contre Bakayoko Sunkalo à Lubumbashi, j'étais à Massano. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on organisait le combat à l'Iforeman, j'étais au journal Massano et j'étais la 3e personnalité de ce journal-là, rédacteur en chef adjoint. Une plume admirée. En tout cas, vos confrères de la quinzaine, de l'Espoir, de l'équipe, des buts, des miroirs de football, tous ils venaient à Kinshasa pour voir Oncle Chira. Pourquoi? Parce que quand il écrivait, bon, et puis on voyait, en tout cas c'était un style qui méritait qu'on puisse voir des visu l'auteur de ces papiers-là. Je vais démissionner de Massano, parce que Massano me payait 126 aïrs. Un jour, je rentre chez moi, j'apprends la radio qu'on m'a nommé à l'ISP de Bunia. Et je vais m'y rendre en novembre 1974. Je vais faire 3 ans là à Bunia, et c'est à Bunia que je me marierai le 3 avril 1976. À ce moment-là, j'étais entraîneur de l'équipe Vijana, qui est devenue aujourd'hui Eldorado. Le journalisme me donne 126 aïrs par mois et une grande réputation, visibilité. Hein? Les Kaboulo, Mana Kaboulo sont stagiaires chez nous. J'ai ce qu'on appelle la réputation, mais pas d'argent. L'Université nationale m'engage et m'offre un salaire de 268 aïrs par mois. Je suis obligé de choisir entre Kinshasa, la gloire, et entre Bunia, le bout du monde, un peu d'argent, qui me permettent de m'occuper de mes petits frères. Voilà pourquoi j'ai quitté. J'ai quitté l'enseignement, j'ai quitté le journalisme sportif. Après combien d'années de carrière? J'ai fait une année, tout juste une année. Oui, sportif. Et j'ai connu ce qu'on appelle une ascension fulgurante. On m'engage comme secrétaire de rédaction. Après 3 mois, je suis secrétaire général de rédaction. Et après encore 1 mois, on me nomme rédacteur en chef adjoint. Hein? Je deviens la 3e personnalité du journal. Bon, en tout cas, je crois que mes chefs m'appréciaient. Parce que leur journal était maintenant très bien coté. Maintenant, quand j'arrive à Bunia, je vous ai dit que je me suis marié à une fillette. Elle avait 15 ans et 5 mois. À notre époque, le code de la famille mettait l'âge nubile à 14 ans. Pour la fille. C'est pour ça que ceux qui l'ont édicté, par exemple, les gens comme Kitima, Bini Ramazani, on les avait surnommés Tika Mwana. Tika Mwana. Ma femme, elle est là en vie, elle s'appelle Annie Koulame Mwamini. Elle a produit
7 garçons. Le dernier est âgé de 30 ans. Il est né le 6 juin 1990, le jour où le Cameroun avait battu l'Argentine, n'est-ce pas, en Coupe du Monde par 2-1, l'Argentine de Maradona. Donc ce n'est pas n'importe quel enfant. Hein? Surtout que ce jour-là, l'arbitrage avait exclu un joueur camerounais. Le Cameroun évolue à 10 contre 11 et face aux champions du monde conduit par Maradona. Mais le Cameroun bat l'Argentine, marque un premier but, marque un deuxième but, et c'est l'Argentine qui doit courir au score, qui réduit le score 1-0, 1 contre 2, et c'est le jour où Philippe Bagalo Achira-Luiroa est né. Voilà. Voilà, nous continuons. Il sera enseigné à Bunia, puis il reviendra. Comment il va combiner? Il est enseignant, tantôt il va aller dans la... J'étais enseignant à Bunia, j'encadrais l'équipe Vidjana, je faisais jouer du théâtre, et à cette époque-là, les cadres du mouvement populaire de la Révolution fait observer les gens. Et ils ont constaté que, grâce à moi, les habitants de Bunia ne consommaient plus beaucoup d'alcool. Et le football avait pris des allures plus ou moins saines. On ne se battait plus. C'est dans ces conditions qu'on va me nommer secrétaire académique à l'ISP de Mbujimaï. Et je vais arriver en Mbujimaï en août 1977. Je vais rester là comme secrétaire académique. D'ailleurs, pendant cette période que j'étais secrétaire académique à l'ISP de Mbujimaï, je crois que Vital Kamere était élève en 6e commercial à l'EDAP, ISP de Mbujimaï. Quand je quitte Mbujimaï, j'arrive maintenant ici. Je suis à ma 8e année, sans plus être rentré ici dans ma ville. Je demande à ceux qui s'occupaient de l'Université nationale du Zaïre de m'envoyer à Bukavu pour me permettre de revoir mes parents. Et ils m'envoient à l'ISP de Bukavu. Et quand j'arrive à Bukavu, je trouve une équipe qui n'avait pas d'entraîneur, c'est Lose Mungano, et que je vais aider et que je vais entraîner pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, Mungano n'avait pas de concurrents dans cette ville. C'est que vous n'avez jamais eu un concurrent partout où vous passez. Oh, bon, de toutes les façons, vous pouvez demander à ceux qui nous ont vus, lorsque Mungano jouait, sous ma conduite, nous avons même battu un vice-champion d'Afrique, du Burundi. Il est venu ici quand il a appris qu'il y avait une équipe qui brillait. Il est venu ici en janvier 1979. Après, le temps réglementaire, c'était 0-0. Nous avons battu Inter par 4-3 au tir au but. Et il s'est révolté, il a dit non, il faut que ces gens viennent jouer chez moi au Burundi. Et là, nous l'avons rossé par 5-2. Et l'ambassadeur est descendu pour me dire, demandez à vos joueurs d'arrêter, sinon ça va provoquer une incidence diplomatique. Tout ça, c'est connu. Vous pouvez demander aux fanatiques de Mungano. Ouais, au sein de Mungano, vous avez joué Bukavu plusieurs fois? Oui, plusieurs fois. Bukavu ne pouvait pas faire face, demander aux gens. C'est que vous aviez quelle tactique pour vaincre tous ces mots? Ah, on a toujours dit que quand j'entraîne, les lingalophones disent Tikabana wana, babeta kabale na mukanda. N'est-ce pas? Nous, quand nous jouons, en tout cas, nous faisons une stratégie. Il ne faut pas que je la révèle ici. Sinon, tous vos sémis, ils vont la copier. Parce que je crois que, tôt ou tard, je vais rentrer dans une équipe pour montrer comment une équipe doit se comporter. Quand une équipe joue, on doit sentir dans le match un génie, le génie de son coach. Et c'est ce que je faisais.
En tout cas, quand j'ai aligné Mungano contre Bukavu Dawa ici, c'était 5 buts à 2. Vous comprenez? 5 buts à 2. Et les Bashi sortaient du stade en train de dire Kaniru équipe Ruchidira. Donc vous comprenez qu'ils reconnaissaient que leur équipe était sous-entraînée par rapport à Mungano. 4 après, vous serez recruté par un certain Nyamulinduka. Comment? Vous avez utilisé quel amas pour... Non. 78-79. Je suis à l'OC Mungano. Fin 79. Pendant la période, saison morte, Bukavu Dawa m'écrit qu'il me recrute. Et j'arrive là. Or, c'est la période de la démonétisation. Les billets de 10 zaïrs et 5 zaïrs sont démonétisés. Ne sont valables que les billets de 1 zaïr et de 500 makuta, je crois. Je suis resté à Bukavu Dawa pendant 3 mois et j'ai démissionné. Pour une raison bien simple que d'abord Bukavu Dawa était sous-entraîné. Et puis ces anciens joueurs-là s'étaient révoltés. Moi, je fonctionnais avec de jeunes joueurs comme le nommé Peli Chamanga que vous voyez ici. Vous pouvez lui demander qui lui a appris à capter des pénaltys. Dans 9 matchs successifs, il a capté 9 pénaltys. Je vous informe que parmi les joueurs que je suis capable de bien former, il y a d'abord les gardiens. Parce que moi-même, j'ai été gardien au niveau scolaire et ma spécialité, c'était le captage des pénaltys. Et puis, je suis un ancien athlète. Je fonde mon entraînement d'abord sur l'entraînement physique. Un joueur doit savoir que c'est l'endurance, la résistance, la force et la vitesse qui doit faire de lui un athlète performant. Voilà. Vous avez abandonné Bukavu Dawa, faute d'argent? Non, au contraire. Parce que Nyamulinduka me donnait de l'argent. Chaque fois qu'il me voyait, il disait à Zénon, son comptable, quand il me voit, il dit, un entraîneur doit être gros. Et il dit à Zénon, Zénon, on m'a payé 500. Et Zénon me donnait une brique de 500 zaïrs. Il me voit 8 heures et dit, comment, entraîneur, tu n'as pas encore grossi. Zénon, on m'a payé. À 11 heures, il me voit, entraîneur, tu n'as pas... Alors, pendant 3 mois, Nyamulinduka me donnait de l'argent et l'équipe que je voulais former avec des jeunes, elle n'a perdu aucun match. Ou elle gagnait, ou elle faisait des matchs nuls. Et alors les fanatiques de Bukavu Dawa ont commencé à dire que j'étais un entraîneur de matchs nuls, que Nyamulinduka me donnait de l'argent pour rien. Ils osaient même venir me profaner sur les bancs. Par exemple, venir, oser me toucher, dire, qu'est-ce que tu fais là? Il y a telle chose. Mais non. Alors je me suis dit, autant que j'ai quitté. Et je suis rentré d'abord une année à Mungano. J'ai conduit Mungano à Goma. Nous avons battu Virunga par 5 buts à 0. Dans les 5 premières minutes, nous avions déjà marqué 3 buts contre Virunga au stade de Volcan. Et puis, après ça, je suis entré à Ruzizi pour quitter les équipes plus ou moins tribales. J'ai fait 9 ans à Ruzizi. Demandez aux habitants de Bukavu quand j'étais coach de Ruzizi. Bukavu Dawa a-t-il battu Ruzizi? Bande Rouge a-t-il battu Ruzizi? Ça, c'était nos 2 coupes dans chaque championnat. Battre Bande Rouge, battre Bukavu Dawa. Et nous avons battu aussi Mungano. Parce qu'on commençait à dire que nous sommes l'équipe de réserve de Mungano pour faire disparaître ces mythes-là. Nous avons commencé à battre Mungano aussi. Voilà. Chira va retourner. Vous êtes
52e année de l'enseignement, d'ailleurs 53e, parce que j'ai commencé en 1967. Oui, Chira va se retrouver en politique. En politique? Société civile d'abord. Bon, justement, quand nous allons en conférence nationale, on se réunit et on dit, pour le moment, le leader du Sud Kivu, c'est Birindois. On va lui envoyer quelqu'un qui sait écrire la langue française. C'est dans ces conditions-là qu'on m'avait envoyé à la conférence nationale pour aller aider Birindois à mettre ses textes politiques en musique. Mais quand nous arriverons là-bas, nous allons constater que les Kinois sont en train de s'entre-déchirer, qu'ils ne nous reçoivent pas correctement. Et c'est à ce moment-là que je prendrai même le leadership de la société civile du Sud Kivu. Parce que moi, ayant étudié à Kinshasa, ayant combattu Mobutu, je connaissais le terrain. Et bon, je vais atteindre une telle notoriété telle que mes camarades avec lesquels je suis parti de Bukavu n'auront plus qu'une seule aspiration, tuer Chira. Tuer Chira. Pourquoi? Parce que Chira que vous voyez là, pouvait entrer chez Tshisekedi, dans sa maison, et s'asseoir à côté de lui, dans son bureau. J'ai des photos pour ça. Quand ils vont constater que j'ai cette ouverture-là, ils vont dire, ah, Chira risque d'être ministre. Que faut-il faire? Il faut les tuer. Ils ont organisé ça, mais ils ont échoué. C'est long à raconter, c'est tragique à raconter. Il y en a qui ont survécu à ça, mais tous ceux qui avaient plongé dans cette cabale, comme disaient les lingalophones, Nzambe Alalakate, ils sont morts de sida. De sida. Vous avez dit que vous êtes allé pour les Français. Qui vous a choisi? Pour aller aider Birimbi. Qui vous a choisi? Comment ils vous ont retrouvé? Est-ce que vous avez cette volonté à cette époque? À cette époque-là, les Bachis s'étaient réunis chez Nyamulindou. Moi, j'y étais comme ça, curieusement, parce que je participe rarement aux réunions de Bachis. Mais je sais que les Bachis m'apprécient et que souvent ils recourent à moi. Alors j'y ai participé. Et Nyamulindou qui leur dit, non, vous désignez un tel pour aller là-bas. Mais il y a X personnes ici qui sait écrire le français, envoyez-le. Et les gens applaudissent. C'est dans ces conditions-là que je vais partir avec un mandat signé par mon vice-président, Feu Robert Kassele Laïs. C'était le mandat. Je suis arrivé à la conférence nationale comme écrivain, président de l'Union des écrivains zaïrois Sud Kivu. Oui. On va voir un Chira. Grève, il y a, c'est pas moi, la paix des enseignants qui commence. Oui. Et tout ça, vous aviez assumé là-bas. Et pourtant, vous disiez résistant. Non. Après la conférence nationale s'est terminée en queue de poisson. Quand on a commencé à nous donner des médailles, Monseigneur Molsengo donne des médailles. Il en donne même à Ngunz Karliband, qui avait décidé de bloquer la conférence nationale. Et nous, moi, disons mon ami Mbavoumonja et moi, nous appelons ça la médaille de la honte. Je l'ai encore dans mon patrimoine. Pourquoi? Quand nous terminons la conférence nationale, le 6 décembre 1992, le premier ministre que nous avons élu n'était plus aux affaires. Tshisekedi et son gouvernement. Il n'était plus aux affaires. C'est à l'époque où le pays sera géré par ce qu'on appelle les secrétaires généraux de l'administration. Jusqu'au 3 avril 1993, quand on va élire Birindois Premier ministre. Et c'est le jour où les habitants de Bukavu vont commencer encore à m'apprécier. Parce que jusque-là, ils disaient que moi j'étais moboutiste.
Mais quand vous voyez ce que nous avons eu comme démêlé avec Mobutu, personne ne pouvait, aucun de nous ne pouvait être Mobutu. Chaque fois que j'ai parlé, il paraît que Mobutu, sur son bateau présidentiel, il demandait à quoi il ressemble ce type-là qui parle comme une religieuse. Il posait cette question et il voulait m'en voir, mais il ne m'a pas eu. Il ne m'a pas eu parce que je savais que s'approcher de Mobutu, c'était s'approcher trop du soleil. Quand vous vous approchez trop du soleil, vous pouvez être brûlé. C'est un conseil qui m'a été donné, je crois, en 1981, par un ambassadeur du Zaïre au Sénégal. Nous étions à un colloque organisé par l'Union des écrivains congolais et cet ambassadeur-là, il nous disait, il ne faut pas trop s'approcher des décideurs, le Moami, des présidents, et il ne faut pas être trop loin. Si vous êtes trop loin, vous pouvez mourir de froid. Si vous êtes très près, vous serez brûlé. C'est pour ça que vous voyez souvent, hein, je ne suis pas trop proche, ni trop éloigné. Par exemple, du Mohamed de Tabac, je ne suis pas trop proche. Je ne suis pas non plus très éloigné. Du Mohamed Kavare, je ne suis pas trop proche, ni trop éloigné. Du président actuel, pas proche, pas éloigné, je ne l'ai jamais vu. C'est le jour où je le verrai que je saurai si je dois me rapprocher et jusqu'à quelle distance. Chira sera président de la société civile à Bukavu. Bon, c'est en 97. 97, décembre 97. D'abord, il faut savoir que je vais devenir président de la société civile du Sud Kivu parce que le 14 juin 1997, un samedi, Kabila arrive ici, Laurent Désiré, il organise une élection, un plébiscite pour le gouverneur. Et le peuple me présente là. Et moi, je me désiste en faveur de Magabe. Magabe devient gouverneur. Et nous sommes au mois de juin. Maintenant, on constate que Magabe est gouverneur, mais le pays reste occupé. Et un jour, notre société civile se réunit à Concordia. Moi, j'y vais pour voir comment ça se faisait. Eh bien, on m'avait élu à ce moment-là vice-président. Hein? On m'a élu vice-président. Et la force des choses va me conduire à exercer les fonctions de président. Parce que nous serons tellement persécutés que le président, Joseph Kalanga Lillois, il va souvent se réfugier en Europe parce qu'on veut à tout prix l'éliminer physiquement. Et moi, comme ancien guerriero, étudiant ayant lutté contre Mobutu, je savais comment une souris peut vivre dans un désert. Je suis resté et j'ai organisé ce qu'on appelle la résistance. Et je crois que vous pouvez vous féliciter aujourd'hui. La société civile du Sud Kivu a réussi à débarrasser les Congos de l'occupation rwandaise, effective, physique. Si cette occupation est encore là, plus ou moins subtile, mais l'occupation physique, fictive, là où nous étions chosifiés, hein, colonisés sur notre propre territoire, ça n'existe plus. C'est le travail de la société civile du Sud Kivu. On a voulu nous corrompre, nous donner ceci, pour que nous acceptions que le Sud Kivu devienne territoire rwandais. Nous avons dit non. Et je sais que ça continue aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent vous courtiser. Vous êtes journaliste. Je crois qu'il vous arrive d'entendre certains gens dire « Toi, tu n'es pas un Kinois. Tu fais tout étape. » Malheur à eux. Malheur à eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
ils seront plus idiots que les autres de la Ruzizi qui se dirigent à Kinshasa et non pas à Kigali. Chira va finir par être sénateur. Oui. Qu'est-ce qui a amené un président de la société civile à devenir sénateur? C'était comment un président de la société civile peut devenir sénateur? Il a été élu par qui? Comment et pourquoi? Bon. Nous participons au dialogue intercongolais. Nous participons au dialogue intercongolais. Je suis le délégué de la société civile du Sud Kivu à Gaborone, le pré-dialogue, au dialogue avorté de Addis Abeba. Après Addis Abeba, nous décidons que nous allons nous réunir maintenant en Afrique du Sud, à Sun City. À Sun City, la première partie se termine en queue de poisson. En avril 2002. Et le dialogue va reprendre en octobre 2002. Le 17 décembre 2002, nous signons l'accord global inclusif. Le 3 avril 2003, nous rentrons à Sun City pour ratifier tout. Je participe à l'élaboration de la constitution de la transition. Je participe à l'élaboration du mémorandum additif sur l'armée et la sécurité. Nous rentrons à Kinshasa et en 2003, on doit mettre maintenant les institutions de la transition sur pied. Beaucoup d'entre nous, après les attributions qu'on fait, peuvent devenir ministres, d'autres peuvent devenir députés. Et le Mwami Kabare et moi, nous constatons que nous sommes les plus âgés de la délégation de la société civile du Sud Kivu. Nous disons mieux vaut que nous devenions sénateurs. C'est dans ces conditions que moi je veux devenir sénateur. C'est que vous êtes donné de l'emploi vous-même, des postes vous-même. Vous êtes nommé. Non, écoutez, si je vous disais comment ça s'est passé, vous pouvez me féliciter pour la générosité. Parce que vous allez constater, certains présidents des sociétés civiles s'est fait nommer comme ministre. Mais moi, comme président d'une société civile, j'ai demandé toujours à la base ici, on nous a donné tel poste, qui proposez-vous? Par exemple, le poste actuel de la CENI, quand on nous a donné ce poste, j'avais demandé à qui nous pouvions le donner au niveau provincial. Et ici, on a organisé des élections. On a élu Maïche au détriment de Venancy Bissimo. J'étais obligé d'avaliser. Vous comprenez? Je ne dis pas que j'avais un faible pour Venancy Bissimo, mais chaque fois, c'est la base. Cette même base, par exemple, qui avait tout fait pour que moi je ne devienne pas gouverneur ici. Parce que le poste de gouverneur au Sud Kivu était accordé à la société civile du Sud Kivu. Mais quand la base avait manigancé pour que je ne devienne pas gouverneur, et moi je me suis dit, après tout, je suis sénateur, pourquoi me battre? Et je suis resté sénateur. C'est dans ces conditions que nous allons perdre le poste de gouverneur ici. Et que par exemple le MLC va vouloir le prendre. Et moi, je vais voir mon collègue, Masegabio, je lui dis, si vous prenez le poste de gouverneur du Sud Kivu, et que les gens du Sud Kivu constatent que vous l'aurez à
arraché à la société civile, vous risquez de devenir impopulaire. Et le MLC a renoncé. C'est alors que ce qu'on appelle opposition politique non armée s'est ruée sur le poste et nous a envoyé Boulaïm. Vous voyez. Donc c'est une façon de vous dire que moi, quand j'ai été élu sénateur, je crois que c'est quand j'ai été désigné, ma base accepte que je reste sénateur, je suis dit, c'est ce qui me convient. D'ailleurs, c'est en tant que sénateur que je vais participer maintenant à l'élaboration de l'actuelle constitution. C'est en tant que sénateur qu'on va me nommer comme administrateur de l'office des routes. Et à un moment donné, on me demande de choisir entre le Sénat et l'office des routes. Et moi, j'ai dit non. J'ai été envoyé à Kinshasa comme sénateur. J'ai renoncé au poste d'office des routes. Et je suis rentré ici pour demander à nos amis, à notre base. Oui, vous disiez qu'après Sénat, après combien d'années au Sénat vous êtes retourné? Bon, j'ai fait 3 années au Sénat et je n'avais pas envie de me présenter comme candidat à quoi que ce soit. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé que mon ami, je peux dire mon fils adoptif, Matabishi, il est professeur à l'ISP, m'avait fait enregistrer. Alors j'étais obligé de faire comme tout le monde, de devenir candidat, député national. Et c'est là que, d'abord, vous arrivez quelque part, par exemple, à Carrière là, pour tenir un meeting. Première question qui vous est posée par une femme. Kawe Mouchi Bonane, est-ce toi Mouchi Bonane? Et moi, je me demande d'où vient que les habitants de Bukavu se décident à m'ignorer et à ne plus parler que de Mouchi Bonane. Je suis rentré ici, sur la colline de Mungu, bureau de vote de l'EDAP, j'ai eu 12 voix. À Nyakavogo, 420. Le terrain, ce qu'on appelle la société civile du Sud Kivu, était maintenant émietté. Nos amis, nos camarades s'étaient affiliés au MCR, d'autres s'étaient jetés dans le PPRD. Eh bien, bon, après ça, je me suis dit, de toutes les façons, je suis avant tout un enseignant. Et je suis resté. Je suis resté. Depuis 2006. Je crois que je suis toujours là. Je ne suis pas mort. Au contraire, j'ai continué à aider mon pays en formant des têtes. Que puis-je regretter? S'il y a quelqu'un qui ne regrette pas d'avoir vécu, c'est moi. D'abord, avoir vécu jusqu'à 76 ans, je crois que ce n'est pas donné à n'importe quel Congolais. Avoir formé tant de cadres pour mon pays, par exemple, un de mes meilleurs élèves, Feu Michel Ladi Louya, pour moi c'était une fierté. Avoir formé des gens comme Moïse Congo, la plupart des gens, si moi je vois encore quelque chose aujourd'hui, c'est parce que j'ai enseigné. Bien. Oncle Tchira, bonjour. Bonjour, chers confrères. Nous venons d'apprendre la mort du sénateur Pierre Lumbi, un des 4 élus de la ville de Bukavu comme sénateur. Vous l'avez connu, comment vous l'avez connu? Bon, moi, je l'ai connu en 1991 comme président d'une ONG qui œuvrait dans la plaine de la Ruzizi. Elle s'appelait Solidarité Paysanne. Et elle a commencé à écouler ses productions agricoles ici à Bukavu.
à Nyawera, là où, aux environs de Likembe. C'est là où Solidarité paysanne écoulait sa production agricole en provenance de la plaine de la Ruzizi. Et puis, puisque nous étions en 1991 et qu'on parlait déjà de la conférence nationale, on parlait conférence constitutionnelle, mais on luttait pour que la conférence constitutionnelle puisse être plutôt nationale. Pierre Lumbi s'est servi de Solidarité paysanne. Il est descendu à Kinshasa. Il a réuni tous les acteurs sociaux, politiques, qui n'appartenaient ni aux institutions publiques, ni aux partis politiques, et il a créé une troisième force socio-politique qu'on appelle la société civile de notre République démocratique du Congo. C'était en avril 1991. Et c'est à partir de cela que cette troisième force créée va revendiquer sa présence, sa participation à la conférence nationale souveraine. Ainsi, dans les 11 provinces qui existaient à cette époque au Zaïre, chaque province a élu ce délégué à la conférence nationale souveraine. Et nous, du Sud Kivu, nous sommes partis à Kinshasa comme société civile avec notre tout premier président de la société civile du Sud Kivu, Pierre Lumbi. Et à ce moment-là, nous avons servi d'exemple à toutes les autres sociétés civiles du sud du Zaïre. Parce que quand nous sommes arrivés à Kinshasa, on nous a demandé d'aller loger en Célé. Nous avons refusé et nous sommes restés. Nous avons passé trois nuits à l'esplanade du palais du peuple. Et à ce moment-là, il y a des politiciens qui nous ont envoyé de l'argent pour essayer d'acheter notre conscience. Nous avons refusé. Je me rappelle que le vice-président de notre société civile, le docteur Balegamir, bon, il est parti saluer certains gens, je crois, en Zuluni. Et en Zuluni, lui a donné un peu d'argent pour nous aider, parce que nous passions la nuit à la Belle Étoile. Eh bien, quand Balegamir est arrivé avec ce sou-là, on lui a demandé d'aller le restituer, parce que nous ne voulions pas être achetés. Voilà. Donc Pierre Lumbi, pour nous, il est le fondateur de la société civile en République démocratique du Congo. Il est le tout premier président de notre société civile du Sud Kivu. C'est lui qui nous a conduits des mains de maître à la conférence nationale. Et c'est là-bas que après le 23 septembre, le lundi 23 septembre 1991, quand pour essayer de faire capoter, de faire échouer la conférence nationale, Mobutu a organisé le pillage de la ville de Kinshasa. Nous nous sommes réunis et Pierre Lumbi a proposé que nous puissions rentrer à Bukavu. Moi, comme j'avais vécu à Kinshasa et je connaissais les stratégies, je lui ai conseillé que nous puissions rester et nous sommes restés. Et puis à un moment donné, moi je voulais que l'ancien bureau provisoire reste dirigé par Kalonji Mutambaye, Isaac Kalonji Mutambaye. Et Pierre Lumbi me dira qu'en politique, entre les hommes et les principes, il faut choisir les principes. J'ai gardé ça de lui et je crois que ce que j'ai fait comme acteur sociopolitique va vous démontrer que ça a toujours été l'application de ce principe que Pierre Lumbi m'avait appris.
entre les hommes et les principes, il faut choisir les principes. Parce que les hommes passent, mais les principes sont pérennes. Oui, il est mort. Je ne crois pas qu'il soit mort à un âge avancé. Par rapport à moi, Pierre Lumbi est un ancien élève du collège Saint-Paul, ici à Bukavu. Pierre Lumbi est né à Bukavu, je crois à une époque où j'étais déjà à l'université. Moi, je n'ai pas connu Pierre Lumbi comme élève. C'est quand il a commencé à agir comme patron de solidarité paysanne que je l'ai connu. Je m'imagine qu'il peut avoir une 50aine ou 60 ans, mais il n'a pas mon âge, il n'est pas de notre génération. Comment vous pouvez dire que c'est un âge avancé? Bon. C'est que pour vous, les habitants de Bukavu, d'une manière succincte, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ces monuments? De Pierre Lumbi, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que déjà, quand je dis qu'il est le premier président de la société civile du Sud Kivu, cela implique qu'il a donné à notre société civile une vigueur et une rigueur telle que, jusqu'à une période donnée, on prenait la société civile du Sud Kivu comme la société civile modèle. Même jusqu'aujourd'hui, sans exigeant, rigoureux, parce que nous avons un catéchisme. Nous refusons souvent de nous faire embrigader derrière les partis politiques. Nous prenons comme catéchisme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous prenons comme catéchisme la Constitution de notre pays et quelques textes juridiques. Souvent, quand nous prenons position, c'est en fonction des textes juridiques internationaux et nationaux. Et je crois que c'est ça qui fait notre force. Parce que Pierre Lumbi nous a dit, entre les hommes et les principes, il faut choisir les principes. Maintenant, il faut savoir que c'est grâce à lui que nous nous trouvons à la conférence nationale souveraine. Nous avons réussi à convaincre presque la majorité, disons la majorité, à faire partie le Premier ministre Nguzo Karli-Bond, que Mobutu nous avait imposé et qui avait créé ce qu'on appelle la géopolitique. La géopolitique, c'est consister à chasser les non-originaires de toutes les provinces. Ça a eu lieu dans toutes les provinces du Zaïre à cette époque, sauf au Sud Kivu, où feu Ferdinand Tchimanou Kantagayangabo et Jean-Pierre Biringanine, qui étaient les leaders de cette époque, le colonel Opango et Nyamulinduka ont dit non, nous sommes des patriotes, des nationalistes, pour nous il n'y a pas de non-originaires et des originaires. C'est pour ça que vous trouvez ici que le peuple est toujours hétéroclite. Même quand l'AFDEL est arrivé, il y a beaucoup de personnes qu'on appelle Bakuyakuya, non originaires, qui sont restés ici. D'autres se sont déplacés jusqu'à Kisangani, mais arrivés à Kisangani, ils sont rentrés ici à Bukavu. C'est pour ça que Bukavu est une ville, le Sud Kivu est une ville où ce qu'on appelle le séparatisme, un peu d'antipathie pour les non-originaires est considéré comme un crime. Maintenant, puisque cette affaire commence à renaître et nous la condamnons, c'est dû au fait qu'on est rentré à ce qu'on appelle la territoriale des originaires. Nous nous sommes opposés à la territoriale des originaires. Nous voulons que, si on veut que le Congo puisse continuer à rouler comme il faut,
qu'on rentre à la territoriale des non-originaires, c'est ça qui va donner à chacun, à chaque Congolais d'aujourd'hui, l'idée qu'il appartient au Congo et non pas la conviction qu'il appartient à la province où il est né. Il y a beaucoup de gens qui sont nés au Sud Kivu, qui n'ont jamais quitté la province du Sud Kivu, qui par exemple n'ont jamais quitté leur territoire ou même leur quartier, et ça c'est très grave. À cause de cela, ils ne pourront pas être de vrais patriotes. Merci. Culture aux arts. Oh, ce n'est pas vrai. C'est un enfant par rapport à moi. Il jouait de la guitare. Oui, je vois. C'est tragique. Il est mort récemment, on était avec lui à l'hôpital, on est allé l'amener. Il était déjà dans Mickey Jazz. Ils ont reconstitué Mickey Jazz. Et ils sont là, ils se sont produits plusieurs fois les statistiques français. Je vois. Avec les Joe Mali, les Manjos, c'est Manjos qui là. C'est un peu nombreux. J'ai même des vidéos pour eux. Ce que je continue à retenir de lui, c'est que pendant l'occupation, bon, en tout cas, il faudrait que j'ajoute ça. Pendant l'occupation, Pierre Lumbi a participé à une enquête qu'on appelle Panel des nationaux sur le pillage des ressources naturelles du Congo. Il y a un document qui existe à ce sujet. Et puis, pendant l'occupation, c'est lui qui a fait tout pour que nous puissions retrouver le minimum de liberté que nous avons aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas pour rien que, lui étant resté à Kinshasa, à un moment donné, il sera nommé conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité. Et que, se trouvant dans ses fonctions, constatant par exemple que la République ne répondait plus à ses aspirations, il va quitter ses fonctions et il va s'affilier à ce qu'on appelle la Mouka. Ce qui va pousser son parti à devenir bicéphale. Le MCR, Mouvement social pour le renouveau. Quand il quitte ses fonctions et qu'il s'affilie à la Mouka, son parti ici sera fissuré. Et c'est dans ces conditions, moi je crois qu'il meurt. Et il est arrivé au Kivu, au sud Kivu, comme maquisard. Il meurt aussi comme maquisard, tout en étant sénateur. Il est dans l'opposition. Il est guerriero. Et c'est ça qu'il faut admirer chez lui. Il est mort comme il a vécu, lutteur, guerriero, privilégiant les principes aux dépens, au détriment des hommes.